Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures de janvier 2022. Bon alors, pour ce premier mois de 2022, j'ai quand même, je crois, 17 livres à vous présenter. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Je pensais que je lirais moins, mais ça n'est pas le cas pour l'instant, donc c'est parti, j'ai fait d'excellentes lectures. Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai terminé 2021 avec des histoires pour enfants. J'ai aussi commencé 2022 avec des histoires pour enfants. J'ai lu 24 histoires pour attendre Noël avec les saints de Bénédicte Delulis aux éditions MAM. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je suis toujours très fan en fait des histoires de saints, des anecdotes qui tournent cette fois-ci autour de Noël. Et voilà, donc on a vu Charles de Foucault, on a vu Jean-Paul II, Sainte Thérèse d'Avila, il y en a beaucoup, on a 24 en fait, donc c'est super intéressant. Les dessins sont très délicats aussi, j'aime beaucoup. Et puis voilà, ce sont des histoires qui font 2-3 pages, qui sont effectivement pour des enfants un peu plus grands, mais je trouve aussi déjà que c'est bien de pouvoir raconter aux plus petits, de pouvoir piocher là-dedans pour attendre Noël avec eux et pouvoir leur expliquer peut-être un langage plus accessible. Mais voilà, c'était chouette de découvrir Bénédicte Delulis dans un contexte pour enfants après l'avoir lu dans son livre Dieu passe tout près de nous que j'ai lu en décembre justement. Donc voilà, une belle découverte que je vous conseille largement. Ensuite, j'ai lu ma romance de Noël presque parfaite de Fleur Anna aux éditions France Loisirs. Ça brille, c'est chouette. Ça m'a donné envie voilà, de continuer un petit peu l'ambiance de Noël juste au début de janvier. Donc j'ai beaucoup apprécié cette romance, c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup la manière, la narration de Fleur Anna. Je l'avais déjà beaucoup appréciée dans Cupcake et Cocaïne, que j'avais lu début 2021. Donc ça a été chouette de commencer aussi une nouvelle année avec cet auteur. Cette fois-ci, voilà, c'est assez classique en fait, mais ce qui est assez novateur, c'est vraiment la narration. Enfin, je trouve que c'est très dynamique et on casse un petit peu les clichés de certains points. On a une héroïne qui adore Noël et son patron déteste Noël et ça fait plusieurs mois qu'elle est amoureuse de lui en cachette. Et on va arriver sur une thématique en fait quelque part de faux petits copains qu'elle ne, comment dire, elle n'envisage absolument pas au départ. Elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir enfin vivre un peu un avant, une période de préparation de Noël, comme dans les comédies romantiques. Et finalement, elle va l'avoir avec un peu plus de complications aussi. Donc voilà, ça a été vraiment très chouette à lire et très rafraîchissant. Je vous la conseille parce qu'elle est pour ça vraiment sympa. Changement de décor. Ensuite, je me suis plongée dans le tome 2 de Mag Arcane, donc Bénédiction de Mathieu Bobin aux éditions du Triomphe. J'avais beaucoup apprécié le tome 1. J'ai encore plus apprécié le tome 2. Je trouve toute la construction de l'imaginaire, de l'intrigue, du tout. Là, vraiment, on n'est plus dans cette phase, enfin, on finit la phase d'apprentissage en fait à l'académie de notre héros, euh, de Farianor. Et vraiment, il arrive dans ses premières aventures et on a vraiment toute la thématique du bien, du mal, de est-ce qu'on se laisse gagner par la haine, par la vengeance, qu'est-ce qu'on ose faire en tant que chevalier, parce que là, vraiment, il est sur le terrain, c'est plus l'école, c'est plus la théorie, c'est qu'est-ce qu'il va faire vraiment de son épée, de son savoir. Et ça m'a beaucoup plu. Euh, En plus, on pourrait croire qu'il y a des petits côtés innocents, parce qu'il y a un côté romantique qui arrive. Je dis bien romantique parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les romances ou les romans de fantasy fantastique actuels. C'est beaucoup plus chevaleresque vraiment, et encore une fois ça a été vraiment génial de lire ça. Quant à la fin, j'étais là mais non, comment c'est possible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est hyper prenant, très bien écrit et on ne s'ennuie pas. Ça fait partie de ces livres où vous plongez dedans, vous n'avez plus envie d'en ressortir. Vous en ressortez, vous êtes là, c'est bon, ça fait du bien d'avoir lu, mais vous n'avez pas envie de terminer ce livre et vous avez presque envie de le faire durer. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un livre comme ça. Donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 3. En même temps, j'ai commencé Le Masque du Silence, l'intégrale écrit par moi, Charlotte Gros-Piron, et lu par Marine Berthiaud. Ça a été un plaisir, un enchantement, c'est le cas de le dire, d'écouter en fait son propre roman en version audio. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Marine Berthiaud a un talent de narration de fou, parce que c'est moi qui l'écris, c'est moi qui fais la narration, mais c'est elle qui l'a interprété comme si c'était une pièce de théâtre, et j'ai énormément apprécié ça. Redécouvrir en fait les personnages avec des intonations que je ne leur avais pas forcément données à la base, puisque dans ma tête forcément ils ont tous leur voix propre et tout ça, mais en fait le découvrir avec les intonations de Marine Berthiaud a été vraiment hyper fascinant. Je me suis régalée, et le plus étrange dans tout ça, ça a été d'entendre mon propre mot, donc moi quand je parle au lecteur à la fin, lu par Marine Berthiaud. Donc
entendre mes mots, ma voix, avec la voix de quelqu'un d'autre. Mais ça a été vraiment... c'est génial. Je peux que souhaiter à tous ceux qui ont écrit un livre de pouvoir un jour entendre leur propre livre lu par quelqu'un comme ça, parce que c'est fantastique. Et voilà, donc si vous voulez découvrir Le Masque du Silence, il est disponible en version audio. Et vous avez, si vous n'avez pas encore essayé l'abonnement Audible, qui est à 9 € et des poussières par mois, presque 10, je le sais parce que vous le savez, j'écoute un livre 2 par mois. Si vous voulez découvrir le mien, il y a l'offre d'essai qui permet d'avoir le premier livre gratuitement. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente. Voilà, vous avez 25 heures, parce que c'est une intégrale, donc ça fait 25 heures, 24 heures avec mes personnages. C'était trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit coup de pub, mais vraiment, un grand merci à Audible, un grand merci à mon agent, un merci à la dame qui m'a permis de signer ce contrat, et merci à Marine d'avoir interprété mon roman avec tellement de fidélité. Merci, juste merci. Après ça, j'ai lu le tome 1 des Kerguelen de Horror Tallinn, donc Thaïs, en auto-édition. Ça fait des années que mon ami Liracha, salut si tu passes par là, me le conseille. Je n'ai pas apprécié pour plusieurs raisons. Alors il est très bien écrit, c'est dynamique aussi, et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Découvrir aussi des personnages qui ont chacun leur personnalité, et un récit avec de l'imaginaire mais du réalisme, et qui du coup tout est bien agencé. On n'a pas d'incohérence, tout est bien renseigné, ça me plaît. C'est ce qui m'a plu dans le livre. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai de plus en plus de mal à lire des récits en fait où il y a des sorcières. Que ça soit des sorcières, voilà, ça restait un peu dans le domaine justement du Masque du Silence, sauf que c'était un peu plus développé quand il y a des sabbats, des choses comme ça, des rituels. Ça me gêne. J'ai de plus en plus de mal en fait à faire la part de l'imaginaire avec ce que d'autres peuvent faire dans le réel. Donc ça me gêne. Et ce qui m'a gêné, et personne ne sera surpris, c'est les scènes osées. Voilà. Ou alors des sous-entendus, des choses. Ça m'a juste dégoûté en fait. J'étais là, non, enfin clic, 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 non. Donc pour moi, ça n'a rien à faire dans cette histoire, mais voilà, et c'est très dommage parce que le reste sinon était assez intéressant. Ça m'a fait penser à une ambiance un peu Charmed. Je n'ai pas regardé Charmed parce que ça m'intéressait pas, mais ça me fait penser un peu à ça. Donc voilà, si vous êtes fan de ça, voilà, mais moi pour autant, si on pouvait éliminer tous les sous-entendus sexuels et compagnie, ça serait bien parce que pour moi c'était de trop dans cette histoire. Après ça, petit détour par une lecture spirituelle qui m'a fait bien du bien, du coup, après cette romance imaginaire. J'ai lu Cyprien et d'Afrose Rugamba, Une famille pour le ciel de Jean-Luc Moix aux éditions de l'Emmanuel. Donc pareil, si vous avez vu le book haul, vous savez qu'en fait c'est la première biographie qui a été faite sur cette famille qui a été assassinée à Kigali, donc au Rwanda. Et en fait, Cyprien et d'Afrose Rugamba sont le projet de... Enfin, la cause de béatification est en cours à Rome, donc ça veut dire voilà, qu'il y a bon espoir en fait qu'un jour ils soient les premiers saints du Rwanda. Et voilà, c'est leur histoire. Comment ça s'est passé? Parce qu'au départ, Cyprien n'avait pas la foi, a perdu sa foi chrétienne. Et grâce à sa femme, grâce à, voilà, à leur vie de famille, il a retrouvé la foi. Et c'est tout comment il vivait en fait cette foi au Christ en famille, en couple. Et ça a été vraiment très très intéressant parce que je ne connaissais pas cette famille. Je l'avais juste aperçu en fait dans les propos, dans le livre de Sacré Couple de Pascalide. Du coup, j'étais très intéressée parce que c'est toujours hyper intéressant pour moi quand on a un couple dont l'un des deux en fait n'est pas croyant, ou qu'il y en a un qui le devient et l'autre ne l'est pas, et de voir effectivement comment est le chemin ensuite. Donc ça a été vraiment très chouette, très touchant aussi de voir. En plus, on a des photos en fait au milieu pour mieux se représenter comment était leur vie, et très touchant aussi de voir les derniers instants qui ont pu se passer, comment c'est relaté. Donc voilà, je vous le conseille parce que c'est très facile à lire et ça élève forcément l'âme, parce que voilà, ça fait réfléchir, ça nous pousse aussi à vivre un peu plus d'adoration et de sacrement dans nos vies. Voilà. Après ça, j'ai fait une lecture qui m'a paru assez compliquée, même si le voyage était plutôt intéressant. Il s'agit de Symphonie concertante de Monique Hervieux, donc en auto-édition. C'est un cadeau de mon amie Aurélie, on fait des swaps régulièrement, et voilà, elle m'avait offert ce livre et je fais confiance à Aurélie pour son bon goût en littérature. Et effectivement, c'était une très chouette lecture, mais j'ai été très déconcertée parce que la narration de Monique Hervieux est très particulière. En fait, on a une histoire qui se suit, mais on a beaucoup de petites scénettes. On suit, comment dire, Mathilde, qui arrive dans un orchestre philharmonique. Elle a 18 ans, donc elle sort vraiment de l'école, si vous voulez, du lycée. Et
elle va se faire embaucher voilà, dans cet orchestre et elle va découvrir l'amour quelque part. Mais en fait, si vous voulez, on a par exemple Mathilde qui se réveille, Mathilde qui arrive à l'orchestre, Mathilde qui a sa première discussion avec machin, et on se retrouve quelques jours plus tard, et on a quelques impressions de Mathilde qui sont livrées comme ça à la troisième personne. Et c'est hyper dérangeant au départ parce que on a l'impression d'être hyper déconnecté et d'avoir juste des flashs sur certaines scènes. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier au personnage et à m'attacher à lui. En plus de ça, parce je la trouve sans sentiment et l'amour qu'elle peut éprouver pour son futur mari quelque part me paraît au départ absent, totalement abstrait. Et voilà, j'ai eu un peu de mal, mais du coup c'était assez sympa de découvrir quand même comment ça se passe, le contexte de l'orchestre philharmonique, même si j'aurais aimé plus de contextualisation, plus de mise en lien, et moins effectivement de scènes hachées comme ça. Parce que c'est vraiment ça pour moi qui m'a gênée dans la lecture, même si au final je me suis prise au jeu et que j'ai vraiment eu envie de savoir comment ça se terminait, pourquoi ça s'appelait Symphonie concertante, ce livre. Donc voilà, ça a été une lecture intéressante, mais un poil dérangeante au niveau de la narration, je dois l'avouer. En janvier, j'ai aussi commencé à écouter l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je n'ai pas le nom de la personne qui fait la version audio, je l'écoute sur Spotify. Si jamais vous la trouvez, peut-être que je réussirai à vous la mettre là, si vous, voilà, sinon je ne sais pas. Mais cette personne lit très très bien, c'est une femme. Et en fait voilà, Maria Valtorta a reçu des visions. En fait, l'évangile lui a été révélé par Jésus, par Marie, avec des commentaires en plus de la part de Jésus, sur effectivement qu'est-ce qu'a été sa vie, qu'est-ce qu'a été l'évangile vécu, y compris, et c'est ce qui se passe dans le premier tome, la vie cachée de Jésus, donc l'enfance de Jésus, et même on a l'enfance de Marie, donc avant l'Annonciation. Donc c'est hyper précieux, parce qu'en plus ce livre en fait a été analysé, les détails ont été analysés par rapport au côté historique, politique, tout ça, et tout est concordant. Donc je trouve ça, enfin, pour moi maintenant quand j'imagine l'évangile, j'imagine avec les détails qui sont donnés, c'est un support pour mieux appréhender l'évangile, mais pas pour se passer de la Bible et des évangiles en eux-mêmes qui permettent eux aussi en tant que révélation de réfléchir autrement sur la parole de Dieu. Mais c'est très très chouette à écouter et ça élève forcément l'âme parce que voilà, on se représente beaucoup mieux certaines choses, on apprend des choses qui ne sont pas dans les évangiles et ça fait du bien à l'âme vraiment. Donc là je n'ai pas fini le tome 1, j'ai dû écouter même pas les 20 premiers chapitres, mais parce que je crois qu'il y en a une cinquantaine, mais, et puis il y a 10 tomes, donc dites-vous qu'il y a de quoi faire, mais c'est hyper sympa aussi de l'écouter en version audio. Ça prend du temps, mais ça vaut le détour. Après ça, j'ai lu Quand Takagi Mutakin de Soichiro Yamamoto, donc le volume 14, édition Nobi Nobi. À nouveau, c'est un tome qui est très rafraîchissant, qui est très doux, un peu plus tendre encore une fois. Voilà, plus ça va, plus on a un petit côté romantique, mais qui reste en fait très bon enfant. Ça reste des ados, et ils se déclarent pas, mais plus ça va, plus il y a des petits sous-entendus et on comprend bien qu'ils vont finir ensemble. Du moins, je l'espère très très fort. Et d'après ce que j'ai compris, oui. Euh, mais voilà, c'est avec ces incompréhensions qui sont propres à Nishikata qui veut absolument faire des défis à Takaki, puis qui se rend pas compte que les lieux qu'il emploie sont des lieux qui parlent aux amoureux. Donc voilà, ça donne des quiproquos qui sont plutôt sympas et qui finalement vont certainement amener à ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Mais en tout cas, encore une fois, une super suite comme les bonbons, une super suite. Et j'ai hâte de lire le tome 15 et le tome 16 juste pour voir comment ça va se terminer tout ça. Après ça, j'ai lu un petit service presse. Il s'agit du tome 3 du Pacte des éléments, La lame du roi de Thierry Marcotte en auto-édition. Alors, j'étais curieuse de lire ce tome 3, notamment parce qu'il y a un personnage en fait dedans que j'aime énormément qui s'appelle Kellan, c'est l'élu du feu. Et ce personnage est un peu un anti-héros comme on l'entend habituellement. C'est un gars qui ne veut pas utiliser ses pouvoirs parce qu'il blesse les gens. Il est hyper croyant aussi. Et en fait, voilà, il ne veut pas se battre parce qu'il ne veut pas faire du mal aux gens. Alors qu'habituellement, voilà, on a des héros comme, je crois que c'est Nairi. L'élu de l'eau. Alors elle, par contre, alors, je suis désolée, mais je la déteste en fait. Hein. Je suis ses aventures et je suis très curieuse de ce qui se passe à chaque fois pour elle, mais je l'aime pas. Je l'aime pas, c'est comme ça. Et cette nana, en fait, elle veut absolument se battre, elle dépasse, elle fait confiance à un démon. Là, j'ai eu envie de m'arrêter, de la prendre du livre. Ce n'est pas à faire. Et après, tu t'étonnes que voilà, il y a des trucs qui tombent sur le coin du nez. Bref, je n'aime pas Nairi, et plus ça va, moins je l'aime, mais je suis très curieuse de ce qui se passe quand même et de ce qui lui arrive à elle. Donc voilà, tout ça pour dire que Kellan était un personnage que j'aime beaucoup et ça n'a pas failli. Il y a un moment donné où je me suis dit,
il va commencer à m'énerver, mais en fait non. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce tome 3, ce n'est pas tant le côté intrigue et politique, imaginaire qui se met en place, c'est vraiment le chemin psychologique que les personnages empruntent. Et c'est vraiment pas évident, parce que quand on est dans un livre de fantasy, il faut à la fois maintenir son lecteur au niveau effectivement de l'imaginaire, de toute l'intrigue qui se tient en place. Mais là, en fait, on avait besoin que les personnages, y compris le personnage d'Edwin, fassent une évolution, parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans cet état-là pour continuer l'histoire. Et ces trois personnages principaux, en fait, ont tous évolué. Ce qui fait évoluer en soi aussi l'intrigue elle-même. Et ça a été hyper précieux. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans une fantasy, c'est quand les personnages eux-mêmes développent quelque chose en plus. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, c'est vraiment une série que je vous recommande. Euh, on n'a pas la fin, je crois que c'est une trilogie, mais on n'a pas du tout la fin de l'intrigue. Il y aura un autre cycle après pour savoir comment ça se passe, parce que c'est une lutte d'une grande ampleur. Mais vraiment, ça a été une très chouette lecture pour moi. Et Thierry, sois rassuré qu'Alan reste mon chouchou. Vraiment, je l'aime d'amour. Je trouve qu'il est vraiment génial, ce personnage. Ça nous change à fond des personnages comme Nairi, vraiment. Et tous ont une psychologie particulière. Et vraiment, je vous conseille juste pour ça, parce que je trouve que c'est hyper bien travaillé. Je vais essayer de passer la seconde pour aller plus vite. J'ai lu ensuite Du fanatisme de Adrien Candière, Quand la religion est malade, aux éditions du Cerf. Et j'aime beaucoup ce que fait Adrien Candière, c'est pas la première fois en fait que je lis un livre de cet auteur. Cette fois-ci, voilà, il a vraiment réfléchi à toutes les extrêmes qu'on voit quand les gens se font sauter, quand voilà, le fanatisme en soi. Et qu'est-ce que c'est que le fanatisme, à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça peut être comme symptôme, voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit quand la religion est malade. Et en fait, j'ai trouvé le propos hyper intéressant pour vous dire, en vrai, c'est un tout petit livre mais qui est hyper percutant. Il explique tout simplement que le fanatisme, c'est quand on décentre Dieu. C'est-à-dire qu'on n'adore plus Dieu, mais par exemple, on adore sa loi, on adore la liturgie, on adore... Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et du coup, ça nous pousse à des extrêmes, à du fanatisme, pour obéir à la loi, obéir voilà, parce que du coup, on fait des amalgames. Si tu n'obéis pas à la loi, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus musulman, tu n'es plus... Voilà. Donc, il faut que je te supprime. Donc c'est très extrême, mais lui l'explique beaucoup mieux et ça a été hyper, vraiment intéressant de découvrir et de changer un peu de perspective parce que lui est très, il est au Caire et il connaît en fait, si vous voulez, il a fait des études sur l'islam, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle et justement c'est ça qui est hyper percutant. Donc je peux que vous le conseiller parce qu'il fait réfléchir, il est court à lire et il est hyper accessible et remue et il nous rappelle juste simplement que on doit remettre Dieu à la première place en toute chose. Après ça, j'ai lu Les vacances de Bouddha, volume 1 et 2. Donc mon petit frère les a offerts. Si vous avez vu dans le book haul, vous savez que voilà, il me les a offerts et vous savez que ça a été un fail. Sur le concept, je dis pas, ça fait longtemps que j'en entends parler et je me suis dit, bon, ça intrigue forcément parce que c'est un peu atypique hein, comme truc. Alors, je suis pas, comment dire, très calée au niveau de tout ce qui est bouddhisme. Je n'y connais pas grand chose, je l'admets. Donc, pardon si je dis des choses qui sont fausses ou voilà, qui vous paraissent bizarres. Moi, je suis calée en christianisme. Ça, c'est ma spécialité, vous le savez. J'ai moyen d'apprécier que Jésus soit l'acheteur compulsif, quand on connaît Jésus, voilà, qui passe pour un gamin qui adore aller regarder des séries pour se poser des avis sur internet. Ça m'a paru quand même chelou. Alors après, effectivement, il y a peut-être 10 pages de gags qui sont drôles sur chaque manga. Euh, Comme vous voyez voilà, par exemple, là, en fait, un jour, Jésus prépare une soupe à Bouddha, puis il lui fait ceci, mon Knorr. Oui, si vous voulez, ça fait rire. Mais c'est peut-être le seul truc qui fait rire, en fait. Sinon, c'est atypique parce qu'en fait, voilà, c'est Jésus et Bouddha qui décident après voilà, avoir tellement fait de bien, ils décident de prendre des vacances du paradis et de redescendre sur Terre pour prendre des vacances à Tokyo. Moi, ça m'a pas convaincue. En plus de ça, je comprends pourquoi Jésus se balade avec une couronne d'épines alors que ben il n'y a plus de couronne d'épines et puis que voilà, quand ça va pas, quand il est contrarié, en fait, ses stigmates se rouvrent. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont paru vraiment bizarres. Après, Bouddha fait vraiment la 16 et tout. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment le sage des deux et que Jésus n'est pas le sage des deux. Et je trouve ça décevant, quelque part. Parce que c'est pas le cas. Euh,
ça fait juste, enfin, ça donne juste l'impression qu'il y en a un qui est sage et pas l'autre, alors que Jésus aussi est sage. Et encore une fois, voilà, j'ai pas retrouvé quelque chose qui ressemble à autre chose qu'un enfant, un adolescent qui veut prendre du bon temps. Enfin, ouais, je trouve ça bizarre. Après, il y a le côté amour, vraiment, amour des hommes, amour de tout ça, mais il n'est pas assez mis en avant. Puis il n'y a pas l'amour du faible, l'amour de ça. Donc, je trouve que c'est pas du tout concluant pour moi et je lirai pas la suite, mais j'ai été contente quand même de découvrir ce que c'était parce que voilà, ma curiosité a été rassasiée, mais c'est pas du tout concluant pour moi. Et non, non, je conseille pas. Pour ceux qui sont croyants ou qui ont une base de connaissances, moi en tout cas, voilà, ça n'a pas collé du tout. Un autre manga ensuite qui cette fois-ci m'a beaucoup plu, et j'ai lu le tome 7 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage, donc chez Kiun. Euh, Encore une fois, voilà, je me cache derrière, mais la couleur là-dessus est vraiment magnifique, ça rend super bien sur la vidéo en plus. Un septième tome, incroyable, encore une fois, on s'enfonce dans les complots, tout se met en place, tout est développé, on comprend, on a des indices qui sont laissés par rapport à d'autres personnages, et on est là, waouh. Enfin, moi j'aime apprendre des choses par rapport à tous ces personnages, et les dessins sont magnifiques, il y a des situations à quiproquos qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, et Mao Mao est vraiment un personnage qui prend en main son destin, parce que voilà, il se pourrait qu'elle ait découvert qui était son père biologique, et elle l'affronte et elle n'a pas peur. Voilà, donc elle est humaine, elle peut avoir la frousse, mais elle va au-devant de ses peurs et ça c'est vraiment génial. Donc vraiment c'est un personnage intelligent qui apporte des choses et c'est très bien construit. Donc voilà, on apprend des choses aussi sur les plantes, sur tout ça. Donc je vous le conseille, encore une fois, je vous conseille cette série à chaque tome, mais plus ça va, plus ça se confirme. Je l'aime d'amour cette série. Retour à des romans ensuite, puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 de Son Espion Royal de Rhys Bowen, et ça c'est l'intégrale François Dire. Donc ça m'avait intéressé parce que ça avait l'air plutôt sympa. Voilà, ça se passe dans les années 1930. On a une héritière, enfin Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, qui est sur la liste de succession en fait au trône d'Angleterre. Elle est la 34e, donc elle est loin derrière, mais elle fait quand même partie de la famille royale britannique. Donc voilà, elle doit se comporter en tant que telle comme lady, et elle en a marre, elle veut pas qu'on la marie à un duc dont elle ne veut absolument pas. Donc elle vient à Londres, elle revient à Londres sans chaperon, toute seule, et elle va commencer effectivement à mener sa vie, et elle va se retrouver mêlée à des meurtres. On va retrouver dans sa maison de famille, quand son frère est là, un homme qui voulait récupérer leur maison de famille à cause d'une dette. On va le retrouver mort en fait dans leur baignoire. Sauf que s'ils ne l'ont pas tué, déjà comme moi, elle aurait été capable de tuer un homme comme ça. Et voilà, et ça. Et le deuxième tome, c'est aussi un peu une histoire comme ça, sauf que elle est obligée d'accueillir une princesse de Bavière chez elle, et cette princesse de Bavière sème un petit peu les meurtres autour d'elle. Enfin voilà, elle attire les meurtres. Donc voilà, c'est l'histoire de comment elle va réussir à résoudre ça. Ça a été plutôt intéressant. Ce que j'ai moins apprécié, c'est qu'encore une fois, voilà, on a beaucoup de sous-entendus sur le sexe. J'ai l'impression que ça devient récurrent, mais voilà, tout le monde s'étonne que cette demoiselle soit encore vierge, qu'elle ne veuille pas faire avant le mariage, et puis voilà, elle reste très vieux jeu. Moi j'ai apprécié qu'elle soit comme ça, mais j'ai moins apprécié qu'effectivement tout le monde lui en parle, et voilà. Je suis pas sûre que je lirai la suite, ça a été dépaysant, ça a été intéressant, et gros plus, j'ai trouvé qui était le meurtrier avant l'héroïne dans le tome 1. C'est la première fois de ma vie, je crois que ça m'arrive dans un policier. Donc voilà, j'avais peut-être trouvé aussi pour le tome 2, donc peut-être que je dirai la suite, juste pour voir si j'arrive encore une fois à trouver les meurtriers avant l'héroïne. Parce que ça, c'est quand même assez satisfaisant. Et sinon, effectivement, côté contexte, c'est super intéressant de découvrir encore une fois le contexte de la famille royale de l'Angleterre à cette époque-là. Ça me fait un petit peu penser à The Crown, et je comprends ce qui se passe parce que j'ai regardé le début de The Crown, donc c'est chouette. Voilà. Après ça, j'ai lu un autre service presse, le roman de Jésus de Jean Mercier aux éditions Cassard, et c'est le format poche. Alors, c'est le même auteur en fait que Monsieur le curé fait sa crise, que j'ai tellement apprécié, et encore une fois, voilà, c'est un livre qui est hyper intéressant. Il aborde en fait quelques passages de l'évangile selon des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, notamment Judas ou alors Joseph, puisque en fait le premier passage qu'on a dans ce livre, c'est
Jésus et Joseph quand Jésus a 20 ans et comment Joseph réagit quand Jésus lui dit qu'il ne veut pas se marier, qu'il insiste. Donc c'est super intéressant d'avoir voilà, la voix qui est donnée à d'autres personnages, Saint Paul aussi, pour réfléchir en fait sur les évangiles et comment en fait les autres ont pu réagir autour de Jésus quand il a fait des annonces un peu bizarres. Donc en plus de ça, il y a des petites clés de lecture. Attendez, voilà. On a des petits mots voilà, qui sont expliqués ici et voilà, on a aussi le choix pourquoi l'auteur a décidé de parler de ça et par rapport à l'évangile, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est rajouté. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, moi je l'ai trouvé très enrichissant et il élève beaucoup. Il fait 150 pages à peu près, 160. Et ça se lit hyper rapidement, mais il apporte vraiment beaucoup. Et j'étais très très touchée par le passage sur Judas notamment. Parce qu'on se représente souvent Judas comme quelqu'un qui est sans cœur. Et en fait, voilà, Jean Mercier a pris un autre parti ici. Et ça nous fait réfléchir, voilà, et nous rappelle que personne n'est à l'abri de faire mal. Et que le plus grand péché de Judas, c'est pas d'avoir trahi Jésus, c'est de s'être donné la mort. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc vraiment, il est très très touchant ce livre. Et je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment parce que on se laisse, je crois, forcément toucher par une des scènes qui est présentée et on se laisse élever en tout cas par les autres. Donc un gros plus pour celle-là. Après ça, donc dernière lecture en entier de ce mois de janvier, on a bientôt fini. J'ai lu Giovanni, donc le tome 3 des frères Rossi de Tamara Bayana en auto-édition. C'est mon tome préféré de toute la série pour le moment, j'attends de voir Vincenzo. Mais j'ai beaucoup apprécié de découvrir ce troisième frère qui n'aspire qu'à rentrer dans le raid et qui est quand même amoureux de sa coloc, amoureuse de lui aussi évidemment, mais ils se retiennent parce que voilà, ils veulent pas... lui ne sait pas s'il va rester, puisqu'il aspire à être muté pour le raid justement. Et elle ne veut pas le freiner dans ses rêves non plus, puis elle sait très bien que de toute façon ça ne l'intéresse pas, enfin elle pense qu'il n'est pas intéressé, donc voilà. Ça a été une très très chouette lecture, notamment parce que le récit se passe sur quasiment 2 ans et j'aime beaucoup quand vraiment ça prend son temps pour que chacun puisse développer des sentiments et vraiment que la psychologie prenne son temps. Donc ça a été vraiment très très chouette. Après, on retombe sur des schémas assez habituels, mais gros plus, on ne s'arrête pas au fait qu'ils sortent ensemble. Une fois qu'ils sortent ensemble, ils doivent surmonter des épreuves et ça, je trouve que c'est génial. Vraiment, c'est un obstacle que, en plus, j'étais très touchée parce que il y a un peu cet aspect relation longue distance. Ça m'a beaucoup parlé parce que je l'ai vécu avec mon mari, pas dans ces conditions-là, mais ça n'a pu que me toucher parce que ça m'a rappelé quelque part ce qu'on avait vécu. Donc, je peux que le conseiller parce que c'est abordé avec justesse et que vraiment, Clem est un personnage qui m'a beaucoup parlé pour ça. Donc, et puis, Giovanni, il fait un peu rêver quand même aussi. Donc voilà, c'est juste touchant, c'est drôle et c'est très réaliste. Donc, foncez. Et enfin, la dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de Vercotage, Un été pour tout changer à Vercotage de Lucie Daniels, lu par Ève Rinquin. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que je ne l'ai pas terminé et que pour l'instant, je crois que j'ai écouté 4 ou 5 heures, j'ai toujours l'impression qu'on est dans une phase d'introduction. J'ai un peu du mal à m'attacher à l'héroïne, j'ai l'impression qu'elle est en train de se laisser vivre sa vie, qu'elle fait des choix, mais que c'est pas encore ça, quoi. Donc je vous en parle le mois prochain. Mais pour l'instant, on va dire que ça se laisse écouter. Ça se laisse écouter sans problème. Et puis bon, je verrai bien ce que ça peut donner plus tard. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça. Donc je vais éviter de trop épiloguer. Mais j'avais besoin de faire un peu plus de détails sur certains bouquins que j'ai lus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des bouquins qui vous intéressent ou d'autres pas du tout. Si je vous ai découragé d'en lire certains ou pas. J'aime toujours échanger avec vous, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait de belles lectures en janvier, je lis volontiers vos recommandations ou vos non-recommandations. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour certainement les lectures spirituelles qui m'ont le plus marqué. C'est une vidéo que vous demandez depuis un petit moment. Donc voilà, je vais enfin la tourner. Et dans l'immédiat, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous remercie encore une fois d'être là avec moi.